Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 19e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Catherine Oslo, artiste à l'univers unique qui a signé 5 albums en carrière, dont le plus récent, intitulé Symptômes, paru en 2022 aux éditions Pow Pow. Catherine Oslo, salut! Salut! Merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté l'invitation de venir au micro du balado. Peut-être pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, il faut quand même dire que il y a quand même quelques années là, qu'on s'est rencontrés la première fois. Ça remonte à des temps immémoriaux dans la tour brune de Radio-Canada. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. D'ailleurs, toi, tu travaillais à l'émission Bande à part, si je ne m'abuse. Oui, je travaillais pour le projet Bande à part. Le projet Bande à part. C'est devenu cette espèce de grand projet un peu laboratoire de Radio-Canada. En fait, je suis arrivée à Radio-Canada en même temps que les courriels sont arrivés à Radio-Canada et le site web. Ouais. Et le site web de Radio-Canada, oui. Et puis, je me rappelle, au départ, j'avais été engagée aux Nouveaux Médias, puis ils essayaient de convaincre les animateurs des émissions de radio, tout ça, de se prendre un courriel. Et puis, ils essayaient de les convaincre d'avoir une page web, puis il y en a beaucoup qui étaient réfractaires à ça. Et donc, ça fait quelques années de cela déjà. Oui, et ce qu'il faut expliquer pour le bénéfice des gens à l'écoute, c'est que Bande à part, c'était entre autres une émission radiophonique qui faisait la part belle à la musique locale, alternative, qui avait un portail web aussi à l'époque, comme tu le dis, des débuts du web. C'était pas tout à fait le web 2.0, là, mais bon. 0.01. Puis ouais. c'est aussi un projet laboratoire parce qu'ils voulaient faire, c'était dans le temps là, du multiplateforme, comme ils disaient. C'était ce qui était à la mode à cette époque-là. Donc, de faire... écoute, j'aimerais ça l'expliquer, mais je pense que je ne sais plus trop. Parce que je ne l'ai jamais su ce que c'était vraiment, mais ils voulaient faire un projet un peu tentaculaire, émission de radio, émission de télé, mais que le morceau principal allait être le site web avec les entrevues vidéo conçues pour le site web. Et après, en tout cas, est-ce que c'est vraiment... Je suis en train un peu de me lancer dans... Ben non, en fait, c'est dur à expliquer, même moi, parce que moi, c'est là que j'ai fait mes débuts comme chroniqueur. Moi, j'ai commencé officiellement comme chroniqueur à la radio de Radio-Canada, à cette émission-là, à l'époque où le web, ou à l'époque où parler de bande dessinée à la radio, il n'y avait pas de visuel instantané sur le web, Facebook n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et moi, c'était un médium que je connaissais comme auditeur, mais bon, moi, je venais de finir mon école de théâtre, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et c'est Alexandre qui était venu me chercher pour ça, avec Sweeney d'ailleurs. Et donc moi, c'est là que j'ai fait mes débuts. Toi, à cette époque-là, non seulement tu n'avais pas encore publié d'album, parce que ton premier album, tu l'as publié chez Mécanique Générale en 2005? 2005-2006, oui. 2005-2006, ouais. Est-ce que déjà à cette époque-là, Catherine, tu avais une inclinaison, tu avais un projet? Est-ce que tu avais une envie par rapport à ça? Ou à ce moment-là, c'était même pas sur l'écran radar? Non, c'était pas du tout sur l'écran radar. Puis c'est un peu indirectement à cause de Bande à part et de Radio-Canada que c'est devenu dans mon radar parce que c'est là que j'ai fait la rencontre de Jimmy Beaulieu. Lui aussi avait une chronique pour Bande à part, mais lui... Oui, c'est vrai! C'est ça que je l'ai rencontré. Il y avait une chronique pour le site web avec les autres cofondateurs de Bande à part à cette époque-là. Excuse-moi, Mécanique Générale. Mécanique Générale, oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré. On avait fait tout un spécial sur Michel Rabagliati et la pastèque. On avait parlé de différents auteurs de Mécanique Générale. Jimmy avait sa chronique où il faisait je pense, des critiques de BD là, de façon régulière là, pour le site. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec la bande dessinée. Alors, tu vois, Catherine,
Bande à part nous lie, nous, Oui. tous les deux, parce que c'est à la base, c'est à la base d'une démarche que nous avons entrepris chacun de notre côté. Et j'avais complètement oublié. Puis là, maintenant que tu parles de l'implication de Jimmy et de Mécanique Générale, tout à coup, ça me frappe de plein fouet dans le front. Oh my God, je me souvenais plus de ça du tout. Mais il y avait une effervescence. Hein? Il y avait quelque chose. C'est tellement le fun, oui. Et là, je sais que ça peut sonner ringard et vieux jeu de dire « Ah mon Dieu, dans le temps, c'était donc bien le fun », mais il y avait vraiment, à cette époque-là, c'est comme s'il y avait un monde à construire. Il y a quelque chose il y avait quelque chose d'électrique. C'est pas parce qu'on était jeunes, ça? Parce que j'imagine les Oui, il y a ça aussi. Puis, tu sais, je regarde ma fille, je pense qu'elle va vivre cette même effervescence-là. L'effervescence, quand tu es dans la vingtaine, tu sais, c'est tellement, tu as l'impression que tout est possible. Puis, à quelque part, en tout cas, il y a beaucoup de choses de possibles. Oui, mais ceci dit, si on recontextualise quand même, ce sont les débuts de Mécanique Générale à cette époque-là. La Pastèque est une maison d'édition toute jeune. Il y a quoi, 2 albums de Paul, de Michel Rabagliati qui sont parus? Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en 2 avait. ou peut-être 3, gros maximum. Donc, quand je parle d'effervescence, je parle aussi de l'effervescence au niveau de la scène locale de la bande dessinée québécoise. Il y avait quelque chose. On sortait d'une décennie où, suite au décès du magazine Crow, tout à coup, la bande dessinée québécoise venait d'en prendre un coup parce que la diffusion passait pas qu'exclusivement par eux, mais quand même, ça passait quand même beaucoup par eux. Et là, tout à coup, au début des années 2000, il y avait cette promesse dans l'air. Il y avait quelque chose, on voyait les possibilités. Et c'est fou parce que 20 ans plus tard, on est dans ces possibilités-là. Et c'est donc dire que le milieu s'est développé, en tout cas a pris une tangente, et qu'il y a eu une multiplicité de talents, de structures éditoriales, et tu fais partie de ça, Catherine, parce qu'en 2023, tu as plusieurs albums à ton actif, parce que tu es une autrice de bande dessinée aguerrie. Donc, parfois, la vie, ce n'est pas juste des promesses, hein? C'est aussi des résolutions. Et moi, je trouve ça rassurant. Je ne sais pas pour toi. C'est le fun. Mais c'est sûr que c'était une belle période. Tu sais, Jimmy, dans le temps de Mécanique Générale, Jimmy et Philippe, Sébastien, tout ça, ils avaient publié Iris, il avait publié Oui. Pascal Girard aussi, Sviane. Tu sais, on fait toute partie de cette cohorte-là, là, de 2006 à 2008. On a tous publié nos premiers albums en même temps. Fait que, il y avait vraiment une ouverture qui se Ouais. passait. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la bande dessinée. C'est dans ce contexte-là aussi que je me suis familiarisée avec elle. Tu sais, j'étais moins familière avec. Tu sais, moi, je viens plutôt du milieu des arts. C'est là-dedans que j'ai fait mes études. Et donc, j'étais pas super familière là, avec le milieu de l'art, mais quand même, c'était plus ça, mon école. Donc, la période de la bande dessinée avant, je la connaissais moins. Fait que je suis comme arrivée vraiment dans une belle vague. J'ai de la chance. Ah oui, puis ça, c'est à l'époque où, justement, Mécanique Générale ouvrait son catalogue à des auteurs qui étaient pas forcément, qui étaient d'autres auteurs que les 6 membres fondateurs. Et ça, comme tu dis, puis je veux dire, tu as énuméré des noms, ce sont tous des autrices et des auteurs aujourd'hui encore qui sont là, des années plus tard, des décennies plus tard, Ouais. et qui ont tous un corpus conséquent. Donc, en quelque part, c'est une victoire, mais même si tout reste à faire. Je veux dire, écoute, Catherine. On peut toujours faire plus, puis faire mieux, puis ouvrir Ah encore oui. plus portes et tout ça, mais il y a énormément de choses qui ont bougé. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une grande période d'effervescence aussi. Oui, tout à fait. Et C'est un médium qui est très vivant, tu sais, qui est 5%.
Oui, et dans ton cas, je trouve que c'est une trajectoire fascinante parce que dans ton premier album, Nénette, euh, on sent quand même, on sent d'où tu viens, on sent toute ta fraîcheur par rapport au médium de la bande dessinée. En même temps, on sent bien aussi que tu viens du milieu de l'art pictural. Et quand on traverse ton œuvre et qu'on arrive à Symptômes, c'est fascinant, c'est fascinant la trajectoire de ta carrière parce qu'il y a différentes étapes. Par exemple, quand tu as fait Talk Show, qui a été publié chez Mécanique Générale, là, je n'ai pas la date sous les yeux, mais c'est autour de 2010. 2013. OK. Non, 16, OK. Là, tout à coup, tes personnages sont anthropomorphiques dans la vie d'artiste aussi. Et là, quand on tombe dans ton plus récent symptôme, c'est comme si tout à coup, il y a un rideau qui tombait. Et que là, tout à coup, on accédait à une autre partie de toi. C'est comme si toute cette trajectoire-là, tu t'étais donné le temps d'apprendre à faire ce métier-là, à tester, à faire des choses. Et pour moi, Symptômes, c'est la somme de tout ce parcours-là. Quoique, évidemment, dans la vie d'artiste, ton album précédent, il y a beaucoup de... Il y a déjà, je trouve, le germe de Symptômes dans la tonalité, dans la finesse du trait de l'esprit, dans la sensibilité. Et même si Vie d'artiste, c'est quand même autobiographique, on a, de par ta représentation animalière, il y a comme une espèce de, quand même une distance un peu, il y a une barrière. Alors que là, dans Symptômes, c'est l'ouverture totale. C'est la lecture que j'en fais. Hein? Tu peux me dire que je suis complètement dans le champ, puis on va en parler, là. Non, je trouve que c'est une belle lecture. J'ai l'impression aussi que plus les années avancent, plus dans mon travail, j'ai l'impression d'être à l'aise avec le médium. Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé aussi, c'est que je me fais plus confiance au niveau du dessin. Puis je pense que le résultat de ça, c'est Symptômes. Moi, j'ai toujours pensé, puis j'ai toujours dit que je n'étais pas bonne en dessin. Et donc, toujours, tu sais, quand tu commences un livre avec cette idée-là, moi, je ne suis pas bonne en dessin, mais ça peut donner quelque chose d'un peu maladroit. Puis, tu sais, je me faisais comme plus ou moins confiance aussi. Là, maintenant, je me sens plus solide. Donc, il y a ça. Je pense que je suis plus à l'aise avec ma voix. J'ai l'impression de moins être dissimulée, moins me servir. Je pense qu'il y a beaucoup de blagues dans Symptômes. Je pense qu'il y a de l'humour dans ce livre-là. Mais Tout j'ai à fait. l'impression que l'humour qu'il y avait peut-être dans La vie d'artiste puis dans Talk Show était peut-être différent. Je ne sais pas. Peut-être pas. Là, c'est comme, mettons que je lance juste cette idée-là, mais j'ai l'impression que des fois, ça servait à me dissimuler. Et donc, ouais. C'est Peut-être que drôle. Et là, les plumes là, de mon background, justement, en art, puis tout ça, puis que je suis comme en train de vraiment plonger dans la bande dessinée. Ouais, je sais pas. ben, alors clairement, pour moi, Symptômes, c'est une étape dans ta carrière d'autrice de bande dessinée. Cet album-là est un... L'histoire nous le dira, hein? Mais pour moi, il m'apparaît clair que c'est un jalon qui marque. Euh, D'ailleurs, là, je vais te citer une citation tirée de La vie d'artiste. En fait, je vais citer ton album, mais c'est Renaud Plante que je vais citer dans ton album. Donc, il y a un moment où le personnage de Renaud Plante, ton éditeur à l'époque chez Mécanique Générale, te dit que tu abordes l'autofiction avec beaucoup de candeur. Et ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est un choix de ta part, délibéré, de mettre ça dans ton album. Ben oui. Et oui, il y a de la candeur, mais pas que. Non, ben,
oui, c'est ça. Écoute, j'essaie de bien me rappeler la scène. C'est comme si Renaud, il voyait clair dans la situation, puis il est comme, waouh, tu as vraiment de la candeur pour ce que tu es en train, le chantier que tu es en train d'entreprendre. Tu sais. Puis moi, au moment où j'écris ça, je suis dans le chantier, puis tu sais, j'ai peut-être envie de vivre un peu plus de candeur. Fait que c'est pour ça que j'imagine que mon personnage est en train d'en vivre, là, je ne sais pas. Mais ouais, écoute, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour moi d'accepter mon cheminement, tu sais, d'accepter aussi que pendant 10 ans, je n'ai pas fait d'album. Tu sais. C'est aussi, tu sais, parce qu'après avoir fait Nénette, j'ai comme pris une pause de la bande dessinée parce que je trouvais ça difficile d'arriver à gagner ma vie avec ce médium-là. Ouais. Euh, j'ai trouvé le milieu aussi accueillant que parfois, un peu quand Nénette est sortie, c'était pas drôle comment il fallait pas appeler ça une bande dessinée, là, à quelque part. Puis, Ah oui, ça, c'est la fameuse période. Ouais, ouais, ouais. je l'ai beaucoup entendu. Fait que là, je me suis mise à dire, bon, OK, d'abord, c'est un roman graphique. Après ça, il faut surtout pas dire roman graphique. J'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je comprends pas. Et puis, mais c'est pas pour ça que j'ai pris une pause là, pendant 10 ans, là, mais je ne savais pas trop par quel bout prendre ça. T'sais. Puis après, je pense que c'est ça aussi la vie d'artiste. C'est le récit de moi qui cherche qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie d'artiste. Est-ce que c'est possible de me donner la permission d'être qui je suis, de vivre la vie que j'ai envie de vivre, de prendre cet espace-là. Marcel Jean, dans le livre, il parle il y a comme quand même quelque chose de prétentieux, peut-être. Je pense pas que ce soit le mot exact qu'il emploie, là, mais d'être artiste, c'est comme de dire un peu, à quelque part, que ce que tu as à dire, tu considères que ça vaut la peine d'être dit, là, ça vaut la peine d'être entendu et tout. Puis moi, je suis comme plutôt du genre à me cacher. Je sais pas. Je ne suis pas si à l'aise que ça avec les prises de parole, mettons. Donc, j'avais plein de travail à faire avant d'être à l'aise. Puis, c'est pas encore fait, mais c'est, mettons, un work in progress, on va dire. C'est drôle que tu dises ça parce que pour moi, la vie d'artiste, une des pierres angulaires de cet album-là, c'est la communication. Au-delà du questionnement sur ce que c'est la vie d'artiste, parce que c'est un album où tu vas à la rencontre, comme tu dis, de différents artistes et il y a des échanges. Et tu es beaucoup dans l'écoute aussi dans cet album-là, alors que plusieurs vont aborder l'autobiographie comme étant pas un exutoire, mais tu sais, une plateforme pour s'affirmer. Puis toi, tu es dans l'autobiographie, oui, et tu émets, tu énonces des choses, mais tu es beaucoup dans l'écoute et dans l'échange aussi. Et ça, c'est une perspective qui est très, très intéressante dans la vie d'artiste et qui va pleinement se déployer dans ton plus récent album aux éditions Pawpaw, Symptômes. Pour moi, ça m'apparaît clair que la vie d'artiste, pour moi, comme lecteur, évidemment, en lisant les deux albums un à la suite de l'autre, l'élan de la vie d'artiste, pour moi, t'amène à Symptômes où là, il y a une prise de parole, où là, il y a une prise de position de ta part qui est claire, nette, précise. Pour moi, Symptômes, c'est une main tendue, c'est un album sur la bienveillance dans un monde qui en manque cruellement. Et la bienveillance commence d'abord face à soi-même, je pense. En tout cas, c'est là que j'en suis rendu, moi, dans ma vie personnelle, dans ma réflexion. Et c'est ça, moi, que j'ai perçu dans ton album. Moi, là, Catherine, je vais être franc avec toi. Quand j'ai lu Symptômes, j'ai eu l'impression que cet album-là, tu l'avais fait pour moi. Il y a quelque chose d'infiniment personnel dans cet album-là
moi, qui m'a touché dans ma vie de lecteur quarantenaire, dans ma vie d'homme qui vit une vie, qui a traversé des fortes marées, comme bien des gens. Et ton album, pour moi, c'est ça. C'est une main tendue. Et ça fait un bien fou, cet album-là. Mais ça prend beaucoup d'empathie, ça prend beaucoup de générosité, faire un album comme ça. D'où t'es venu? Quelle est la pulsion de départ pour toi de Symptômes? Comment cet album-là est arrivé dans ta vie? Ben, tu sais, quand tu parles de la ligne entre la vie d'artiste et Symptômes, il y a quelque chose entre les deux qui a été ma résidence à la Cinémathèque. Puis je pense que c'est un gros morceau aussi qui m'a aidée pour Symptômes. C'est-à-dire que j'ai comme fait mon cheminement, tout ça par rapport à la vie d'artiste, par rapport à ma vie d'artiste, je veux dire. Et puis après, ma résidence à la Cinémathèque, c'est aussi une main tendue. Je voulais aller dans le dialogue, rencontrer les gens, tout ça, pour discuter avec eux du cinéma, des films qu'on voyait, qui étaient programmés. Puis après, de voir... après, j'observais comment ça se déposait à l'intérieur de moi, puis ce qui me venait. T'sais. Puis l'idée, c'était de faire pas de la bande dessinée, c'était de prendre une pause, étant donné que je venais de terminer la vie d'artiste. Mm-hmm. Et je me disais, je vais explorer différents médiums, je vais aller ailleurs, je vais voir ce qui se présente. Puis... Et donc, c'était une longue résidence qui a duré 1 an, ce qui est opportunité vraiment en art, de prendre le temps de vivre les choses puis de bien les explorer. Et c'est la bande dessinée qui est montée à la surface assez rapidement. Puis ça m'a vraiment surprise. Et il y a il y a quand même quelques histoires que j'ai réalisées dans le cadre de cette résidence-là à la Cinémathèque qui ont été reprises pour Symptômes. C'est comme si avec ce que j'ai comme découvert à la Cinémathèque. En fait, c'est comme pour moi, une nouvelle façon de raconter, une nouvelle façon de dessiner aussi. Ça m'a vraiment apporté quelque chose de tout à fait nouveau et que j'ai continué à explorer dans Symptômes. Donc, Symptômes, je l'ai commencé. Au départ, ça se voulait être un livre sur l'amitié. J'avais plein de morceaux comme ça de dialogue ou de gens qui essayaient d'être en relation, puis tout ça. J'avais un peu envie d'explorer ça, mais c'était très rationnel. C'était genre, mettons, je vais faire un livre sur l'amitié parce que ça a du sens pour moi, puis je sais pas quoi. Et puis, quand je me suis assise, puis là, j'ai regardé ce que j'avais fait dans les 2 dernières années, j'ai regardé quels morceaux j'avais envie de prendre pour mettre dans mon prochain livre, puis tout ça, j'ai commencé à travailler. Il y a autre chose qui se dessinait, mais je ne comprenais pas encore quoi. Puis, finalement, ça me tombe, tu sais, moi, je suis hypochondriaque à un niveau off the charts, là. Mais quoique maintenant, c'est moins pire, là, mais on va pas moins pire, mais il y a eu quand même beaucoup de maladies dans ma famille, tu sais, ce qui est très banal, là. On est tous exposés, tous et toutes exposés à plein de situations comme ça, là. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais moi, je suis partie là, très, très jeune là, en espèce de quête pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait être en santé, qu'est-ce qui rendait malade et tout ça. Tu sais. Puis, il y a beaucoup, tu sais, s'il y avait ça dans Talk Show, puis la vie d'artiste et le rapport aux autres, puis de voir ben c'est ça, je pense, comme je disais tantôt, là, comment on fait pour exister les uns parmi les autres, là, où est notre place, comme quand on dit que tantôt, avant l'entrevue, là, tu parlais ou peut-être pendant l'entrevue, là, tu parlais de quelqu'un qui déborde ou, comme tout ça, quel impact ça peut avoir sur le corps? À un moment donné, j'avais lu un article qui avait
complètement changé ma vie, OK? Je sais pas, ma fille était toute petite, mais ça doit faire 15 ans de ça, je sais pas. Et puis, l'article mesurait, c'est un article scientifique qui mesurait sur le corps les effets d'interaction sociale un peu négative. Et puis, comme par exemple un souper désagréable. Oh, tout le monde s'engueule puis se pitche des assiettes par la tête. Juste un souper où ça coule pas. Quand il y a toujours quelqu'un qui fait l'avocat du diable ou des affaires comme ça. Là, les idées, là, ça tourne carré. Puis, il mesurait après les hormones qui sont présentes dans le corps pendant plusieurs jours. Entre autres, le cortisol qui reste dans le corps bien longtemps après avoir eu ces interactions-là. Et à l'inverse, un souper comme plus positif, ou même si tu es en désaccord, il peut même y avoir des engueulades, mais tu vois ce que je veux dire, des discussions qui t'élèvent un peu, là. Et là, c'est très nourrissant, puis tu vois dans le corps d'autres types d'hormones beaucoup plus positives comme l'oxytocine. Fait que là, j'étais comme, oh my God, combien de soupers désagréables tu peux avoir avant de tomber malade? Là, j'ai commencé à comme. Je sais pas, quand tu penses comme ça, tu fais quand même des choix différents. Tu sais, je sais pas. C'est comme si. Ben, où est-ce que toi, tu termines, puis où est-ce que ton environnement commence, puis qu'est-ce qui fait partie de ton environnement, tu sais, puis je regarde la plante à côté de moi, tu sais, c'est comment pour elle, tu sais, il y a des plantes aussi dans Symptômes qui parlent, là, tu sais, parce que c'est pas une métaphore pour dire, ah, on est des plantes, c'est genre, non, non, la plante, c'est comme, c'est quelqu'un, là. Ben, c'est un organisme vivant. Exactement. Et donc, j'ai lu récemment que les plantes distinguaient les couleurs. Hey, là, je suis comme, j'ai tellement pas répondu à ta question. Je me rappelle pas c'est quoi ta Ben non, question. parce Moi, qu'en j'ai fait, fait tu es en. Ah oui, c'est ça. Oui, Et là, mais en tout cas, mais je veux juste terminer en essayant de oui. répondre à la question, c'est que au fil du travail, je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup du corps, puis du rapport au corps. Puis, même les rêves, c'est un rapport au corps. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu as les organes, tu as les sentiments, et comment, qu'est-ce qu'on emmagasine dans le corps, qu'est-ce qu'on essaie d'évacuer. Tu vois la personne qui vomit, mais dans le fond, c'est les histoires des autres qu'elle vomit parce qu'elle absorbe. C'est comme une éponge, comme quand on dit ça des gens, là. Ouais. Souvent dit ça de moi, une éponge. Ben c'est ça. Et donc, c'est un peu, je pense que c'est le sum up là, de tellement de questions là, de cet ordre-là et de tellement de lectures aussi là-dessus que j'ai fait durant les, je sais pas, 15, 20, 30 dernières années. Oui, c'est la somme d'une partie de ta vie, ça c'est clair, parce que en plus, juste le titre, Symptômes, album qui qui est paru. Je l'ai fait pendant la pandémie. Hein. Il est Oui, paru c'est ça. 2022, mais il était Ouais. prêt avant, mais vu la pénurie de papier, on n'arrivait pas à l'imprimer. Il y a cette idée du département de la solitude, de la. Ah, ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, s'il y avait des rencontres comme les alcooliques anonymes, alors, c'est solitude anonyme. Et d'ailleurs, l'illustration de couverture de Symptômes, c'est ça, là. C'est comme si le lecteur était dans la porte d'entrée ou lorgnait par la fenêtre le groupe qui sont en plein milieu d'une séance. Tout le monde est assis un peu dans des positions corporelles. C'est pas forcément de l'inconfort, mais en même temps, il y a quelque chose où on n'est pas dans le lâcher-prise tout à fait. Que cet album-là soit sorti aussi en fin de pandémie, alors qu'on réapprend un peu à vivre ensemble, physiquement, à se rencontrer, à se revoir. J'ai trouvé que c'était
j'ai trouvé que c'était une parenthèse nécessaire, cet album-là, parce que même si on sort d'un confinement, moi, je pense qu'on n'est jamais autant isolé qu'en étant entouré de gens. Et c'est un peu ça aussi, l'album. C'est on peut se sentir seul au beau milieu d'une foule, au beau milieu du bruit ambiant. Et moi, cette idée-là de solitude anonyme, j'ai trouvé ça d'une puissance, Catherine. J'ai trouvé ça d'une beauté, c'est vraiment... Dieu, merci. Ouais, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça brillant. Et c'est pour ça que je te parle de bienveillance. Euh, c'est un album que tu n'aurais pas pu faire ça il y a 20 ans parce que oui, c'est la somme de tout ce que tu as absorbé, mais c'est la somme aussi de ton vécu, de ta sensibilité, de ton contact au monde, de ton bagage. C'est une main tendue, puis c'est aussi une main sur l'épaule, cet album-là. Et tu parles aussi de la mer intérieure, ça aussi, ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup touché. En fait, c'est un album, j'ai du mal à mettre des mots sur ma pensée, mais j'y arrive. Pour moi, Symptômes, c'est un album qui est stratifié. Il y a plusieurs couches de lecture à cet album-là. Et je l'ai reçu, moi, comme une... et je vais utiliser l'analogie de mon psychologue, OK? Alors, mon psychologue, moi, me dit qu'il faut être un bon parent pour soi-même. Et l'analogie qu'il utilise, c'est la main gauche et la main droite. La main gauche, c'est la main du cœur. La main droite, c'est l'habitude. La main droite, c'est cette main-là dont on sert dans la vie. C'est nos réflexes crasseux, c'est la fuite, c'est la facilité. C'est tout ce qu'on déteste être profondément, mais c'est cette main-là. Et moi, le psychologue me dit toujours, il faut être un bon parent pour soi, donc avec la main gauche, il faut réussir à se donner une tape sur l'épaule. Et en fait, moi, Symptômes, je l'ai reçu comme ça, Catherine. Ah, c'est un compliment. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un album que tu dois avoir mis. Bon, là, tu expliquais qu'il y a des segments de ça qui proviennent de ta résidence, mais c'est un album qui t'a pris du temps à faire. Et j'en reviens c'est la première fois que tu te représentes, toi, Catherine, dans cet album-là. Alors, à quel moment cette prise de décision-là est arrivée dans le processus? Ben, c'est arrivé, ça s'est vraiment présenté un peu, ça allait de soi. Tu sais, moi, je trouve ça super drôle de jouer avec ça. Tu sais. Je trouve ça le fun de jouer avec mon personnage. Je trouve ça drôle de me mettre toute seule devant Grey's Anatomy et fantasmer sur avoir une bande d'amis médecins. Tu sais. Je trouve ça drôle. En plus, c'est un peu vrai. Là. Ouais. Mais, genre, t'imagines-tu si ta gang d'amis, c'est une bande de chirurgiens? T'es comme, c'est vrai que t'es peut-être plus en sécurité que ça, je sais pas. Ouais. Mais oui, donc ça n'a pas été dur parce que je pense que aussi je reste relativement pudique dans les histoires que je raconte sur moi. Donc, j'ai pas l'impression là, de me mettre vraiment en danger. Au contraire, j'ai plus l'impression de brouiller certaines cartes ou pistes, ou je me rappelle pas c'est quoi l'expression, là, mais j'ai plus l'impression de faire ça et de m'amuser parce que je pense que mon personnage est plutôt drôle. Puis c'est aussi mon personnage qui parle, je pense, que plus d'anxiété. Comme dans le rêve de Mireille, là, il me revient une image là, où je drogue sur les parasites, puis qu'il faut nourrir les bons parasites ou je ne sais pas trop quoi. Ben, je trouve ça drôle d'aborder mon anxiété avec un peu d'autodérision. Après, c'est sûr que l'autodérision, ça peut être un piège, hein, puis on peut aussi s'en servir pour être
soit encore, tu vois, pour se dissimuler ou invalider ce qu'on dit ou il y a quand même une ligne, hein, parce que tu ne veux pas non plus peut-être mettre en scène, il y a quand même des pièges avec l'autodérision. Oui, Ça, ça peut être malaisant aussi pour le lecteur. Là, je pense qu'il faut se poser des questions sur ce qu'on raconte avec ce ton-là parce que quand il peut y avoir plein de choses qui se faufilent à notre insu, puis après, ça fait que comme lecteur, tu te ramasses devant quelqu'un qui te met un peu devant ses problèmes, donc il n'est pas vraiment conscient lui-même. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être un peu malaisant. Mais, ouais, non, ça a été le fun pour moi de faire ça. graphiquement aussi, il faut dire que tu te déploies, il y a des séquences d'une très grande beauté. Euh, tout le travail de ligne, il y a un moment, l'espèce de fil de vie qui nous unit les uns aux autres. Il y a beaucoup de travail d'édition hein, aussi là-dedans. Luc et moi, on s'est beaucoup parlé. Quand je faisais le livre, on était en plein confinement. Là, les confinements intenses avec les policiers dans la rue, genre le soir. Ouais. Là. Puis, mon Dieu, on ne voyait pas grand monde à cette époque-là. C'est fou, hein, de penser qu'on a vécu ça, puis que maintenant, c'est plus ça. Je ne sais pas, on dirait que je ne suis pas encore arrivée à... Ouais, c'est comme un mauvais rêve. Ouais, c'est comme un genre de cauchemar. Mais Mm. c'est ça, le travail avec les fils. Tu vois, il y a certaines histoires dans lesquelles j'explorais ça, puis je pense que graphiquement, puis visuellement, euh, Luc a tout de suite vu ça. Il voyait l'eau, qui est un thème qui revient beaucoup, beaucoup dans mes livres, et je n'ai pas encore compris pourquoi. Puis, il y avait toujours des suggestions hyper pertinentes par rapport à la représentation. Justement, il était comme, ah, ici, ça ne serait pas à propos de travailler le fil de telle façon ou de peut-être d'ajouter un fil et tout. Il arrivait à voir, c'est comme, tu parlais de ton psy tantôt, des fois quand tu Ouais. racontes un rêve à un psy, puis il voit des choses que toi, tu es tellement dedans que tu ne vois pas du tout. Mais Luc, visuellement, ça a été ça. Ça a été ça pour moi, entre autres. Là, il y a eu un apport incroyable pour ce livre-là, Luc, mais entre autres, c'est ça, visuellement, de souligner tout ce qui se trouvait dans l'image, tout ce qui était en train de couler. Comme ça, ça permet de le cueillir, hein, de Ouais. juste l'augmenter. Donc, pour ça, ça a été super. Beaucoup de gratitude. D'ailleurs, c'est le premier livre que tu fais avec Luc. Et Dieu sait que c'est une relation, hein, artiste et éditeur. Bon, Luc, maintenant, ça fait. Bon, il a fondé Pow Pow en 2010. Il a maintenant derrière la cravate 13 ans d'édition et près d'une centaine d'albums. C'est comment pour un artiste, parce que bon, tu as quand même fait des albums avec Renaud Plante, avec Jimmy. C'est comment amorcer le travail avec un nouvel éditeur? Est-ce qu'il y a quelque chose de vertigineux là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'angoissant? Luc, quand même, on se connaît, ça fait plusieurs années, mais c'est sûr qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. C'était une Mm-hmm. première. Donc, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais habituée de travailler avec Renaud. On avait notre rythme de travail. J'appréciais beaucoup travailler avec lui aussi. Et donc, il y a un petit quelque chose d'angoissant, c'est sûr. Tu te demandes comment ça va se passer, mais en même temps, c'est un petit milieu. J'avais très confiance que ça allait super bien se passer, puis je connaissais assez Luc pour savoir quel genre de personne il était et qu'il n'allait pas se transformer dans le cadre du travail. Mais c'est sûr que, comme artiste, c'est ça, j'ai travaillé avec plusieurs éditeurs, mais même, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai travaillé avec des producteurs aussi dans ma vie, tout ça,
tu sais, quand tu es artiste, ces personnes-là avec lesquelles tu travailles, tu sais, c'est pas... c'est c'est quand même tout un travail, le travail d'édition ou, tu sais, comme je disais, producteur ou, tu sais, il y a sûrement une tonne d'autres exemples qui ne viennent pas à l'esprit en ce moment, là, mais c'est tellement délicat parce que tu veux avoir... euh, c'est comme un château de cartes, là, quasiment. Là, tu sais. Si, comme, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'éditeurs ou d'éditrices, puis qui vont faire leur livre, peu importe ce qui se passe. Tu sais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin du regard quand je travaille. C'est super important parce que je peux me perdre dans mes affaires. Tu sais. Puis le regard d'une autre personne, ça m'aide à prendre du recul et à mieux comprendre ce que je fais et donc mieux le dire, mieux le réfléchir et mieux le dire. Donc, le livre en bénéficie énormément. Après, si la personne parle trop, dit trop son opinion ou je sais pas, là, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui voudrait comme trop faire des blagues sur le livre et tout ça, ça peut comme... C'est un travail tellement fragile, le travail de création pendant qu'il se construit, que tu vois, là, je suis en train de faire un projet avec une amie qui est cinéaste et puis c'est la première fois que je suis en co-création, si tu veux. Mhm. Je le vois avec elle, c'est comme si on n'a pas une entente tacite, mais c'est comme si c'est entendu entre nous que, on le sait qu'elle elle fait des films, donc elle a déjà vécu ça aussi, le travail de construction d'une œuvre, c'est tellement fragile. Donc, dans les commentaires, quand tu lances plein d'idées, puis tu as des idées qui sont pas bonnes, il faut tellement pas... Juste ta façon de commenter ces mauvaises idées-là que tu viens de lancer, peut avoir tout un impact sur les autres qui vont être dites après, Fait que des fois, c'est juste comme de continuer à voguer doucement, de pas dans le sens faire comme si de rien n'était, mais de juste accepter que ça fait partie du travail, puis de, de l'accepter, tu sais, ça, en le respectant. Mais là, je suis encore en train de me perdre dans ma réponse. Ce que je veux dire, c'est que comme artiste, ce travail-là, quand il se fait en collaboration avec un éditeur, une éditrice, ou, tu sais, pour moi, c'est un travail très délicat. Pour d'autres, je pense que peut-être pendant qu'ils créent quelque chose, ils pourraient se faire dire n'importe quoi, ils vont continuer comme des tracteurs, mais moi, je ne suis pas comme ça. Peut-être qu'un jour, je serai. Et donc, j'ai toujours eu la chance, tu sais, avec Jimmy et avec Renaud, et là maintenant avec Luc, d'avoir, c'est ça, ce regard-là qui permet à la chose de continuer à pousser, qui l'aide à pousser. Puis des fois, ça veut dire rien dire et juste regarder pendant 4 mois. D'autres fois, ça veut dire juste avoir un commentaire, mais qui questionne de la bonne façon. C'est comme ça. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend en comparaison un travail d'illustration pour, par exemple, une publicité ou un film ou une revue, dans le temps, c'est quelque chose de circonscrit. Alors qu'une bande dessinée, ça prend du temps. Donc, le travail d'accompagnement est différent. Oui. Là, ton éditeur ou ton éditrice, dans le cas d'une bande dessinée, ça prend, c'est des mois et des mois et des mois de travail. Donc, l'accompagnement est totalement différent qu'une commande de pige où tout à coup, il y a une approbation, où il y a quelques échanges d'idées, et puis après, on livre et on passe au prochain. Là. Oui, le travail est complètement différent. Puis une pige aussi, c'est comme, pour moi, ça, c'est pas un travail qui est fragile. Là, pour le coup, pour une pige, je suis blindée. Il n'y a rien que quelqu'un peut me dire qui va... je ne parle pas là, de blesser sur le travail, là, dans le travail d'édition, là, dans le travail de collaboration avec un éditeur. Mais pour un travail de commande, moi, je calcule, tu me donnes un mandat, je me sens prête à relever. Si ça fit, ça marche. Ben, l'idée, c'est que toi, tu sois satisfait à la fin de l'image que je vais donner. Puis,
que moi, je serais satisfaite des conditions. On s'entend là-dessus au départ, puis après, on plonge. Là, c'est correct. Là-dessus, je suis vraiment détachée là, complètement. Je vois ça vraiment comme du travail, puis c'est bien correct comme ça. Et oui, c'est circonscrit dans le temps. Puis après, ben, c'est ça. Un livre, c'est très, très long. Puis il y a ouais, un moment, oui, et un moment aussi. Parce que, tu sais, je me disais, Luc a passé beaucoup de commentaires sur mes dessins aussi, mais tout réserver ça pour la fin pour pas justement bloquer le déploiement des idées. Je trouvais très sage aussi. C'est un bon éditeur, Luc. Ben, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un aussi, on parlait de bienveillance tantôt. Pour moi, c'est quelqu'un de très doux, très Très, pondéré, très enveloppant aussi. oui, et très généreux aussi, je pense. Puis, étant donné qu'il est auteur de bande dessinée lui aussi, c'est dans les conditions qu'il offre et dans, dans les conditions qu'il offre, je ne parle pas juste au niveau du contrat d'édition, là, quoique je pense qu'au Québec, des contrats aussi bien que ceux-là doivent être difficiles à trouver, là, mais dans son respect du travail, sa compréhension du travail, puis c'est vraiment, c'est une maison d'édition. Tu as l'impression de trouver une maison, tu as l'impression de trouver une famille. Je trouve, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et d'ailleurs, ton album Symptômes a amorcé l'année 2022 de publication chez Papa, une année qui finalement s'est soldée par la publication d'œuvres d'autrices exclusivement. Et ça, c'était une première au Québec, là. C'est quand même pas. Ouais. Et c'est pas banal. Et des albums dans des tonalités complètement différentes. Ouais. Et ça a été une très belle année par part. Là. Pour vrai, 2022, les lectrices et lecteurs ont été vraiment servis. Et moi, j'ai l'impression que mutuellement, vous vous êtes nourris les unes des autres dans vos albums. Il y a quelque chose. Tu sais, je me souviens de la photo d'un statut Facebook de Papa à la fin de l'année où il y avait les livres empilés les uns sur les autres. Et je trouvais, et c'est là que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, waouh, OK, c'est quand même pas banal, alors qu'il y a 20-25 ans, tu sais, il y en avait des autrices de bande dessinée, même dans les années 80, même avant, Oh oui, mais ça n'a rien à voir, c'est sûr. Là. mais là, il y a un esprit de corps, il y a une collectivité. Il y a... Puis par rapport, on sent beaucoup, tu parlais de famille, pour moi, c'est ça aussi. C'est un éditeur qui réussit à fédérer les gens, à fidéliser les auteurs. Il y a puis on le voit, on le sent quand vous êtes en événement, il y a une famille par rapport. Il y a au-delà de l'édition de bande dessinée, euh, on sent que c'est fédérateur. Ouais. Ben, je pense que c'est Luc. Je pense que c'est sa personnalité à Luc. Et Chloé aussi, Legault, qui travaille. Ouais. Les deux sont vraiment comme ça. C'est comme ça qu'ils sont, donc c'est ce qu'ils attirent. Et puis, c'est l'ambiance qu'ils donnent à la maison. Bon, alors, Vie d'artiste avait été publié, avait été traduit en anglais. C'est comment vivre ça, la traduction d'un album? Je l'ai vécu avec la vie d'artiste. On avait prévu, je vais aller à Vancouver, au VCAF, au TCAF, au CND de Conundrum. Il avait prévu qu'on aille à Brooklyn dans un festival de BD. Puis, Ah oui, on c'est un. avait regardé. Oui, j'oublie le nom, mais c'est un super festival, ça, à Brooklyn. C'était vraiment, j'avais tellement hâte. C'était vraiment le fun, des beaux projets. Genre le 4 avril 2020, que mon livre a été lancé. Fait que, dans la foulée du premier confinement, là, ben, du premier, genre la première semaine de la pandémie. Donc, malheureusement, c'est c'est pas. Il y a plusieurs livres qui sont sortis en pandémie, puis pour lesquels ça s'est super bien passé, mais je pense que sortir un livre dans la première semaine d'une pandémie, c'était pas l'idéal, mettons. Donc, tu sais, je pense que la sortie de Art Life, en fait, je sais pas comment ça s'est passé, tu sais. Mon pauvre petit chou de livre,
il existe. Pour ça, je suis contente. Mais Ouais. non, je ne peux pas en dire plus. Et donc là, comme tu nous disais, tu travailles à un projet avec une collègue, un projet qui n'est pas solo cette fois-ci, qui est une collaboration. Ouais. Au niveau de la bande dessinée, bon, évidemment, là, je veux dire, Symptômes, ça a pris du temps à faire ça, évidemment, on le voit tout de suite. Est-ce que, à la sortie de Symptômes, est-ce que tu as des envies d'autrice de bande dessinée? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit, là, OK, prochain album, j'ai envie d'explorer, tant au niveau scénaristique qu'au niveau graphique, là? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu sors de cet album-là en ayant une idée claire? J'ai eu... mais quand je travaille sur un album, je suis toujours en train de prévoir la suite parce que j'ai toujours peur de, tu sais, je publie l'album, puis après, j'ai plus rien, puis il faut aussi trouver une façon de payer le loyer. Et au moment où je faisais Symptômes, j'étais déjà dans la projection de ce que j'allais faire ensuite. Donc, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire après Symptômes. Mais là, c'est en train de se transformer. Puis je pense que je me sens sur le point là, de commencer le travail pour le prochain album. En fait, j'avais commencé une première partie de recherche pour le prochain album qui était plus documentaire. Mais je ne sais pas si ça me tente d'en dire plus. Ah, hey, t'es pas obligé, hein? De toute façon, on va t'attendre, Catherine. Il faut. De toute façon, Mais le projet que je suis en train de faire avec ma collègue Sophie, ça va être à la fois une publication, mais aussi un spectacle. Donc, on commence à travailler là-dessus. Ouais. ah bon? Et on parle de Sophie. Sophie Bédard-Marcotte, excuse-moi, je pensais que je l'avais nommée plus tôt, qui est cinéaste. Donc, Oui, oui, c'est ça, OK. elle a fait LA Tea Time, Claire l'hiver. J'ai oublié, elle a fait un autre film aussi, mais j'ai oublié. Elle travaille en ce moment sur un documentaire pour l'ONF, pour les Roches. OK. Sur le processus créatif d'une amie à elle qui reprend au théâtre le mythe de Sisyphe. Et donc, c'est en train de prendre la forme d'un documentaire où elle s'interroge beaucoup sur les roches, puis où elle le suit dans son cheminement à lui. Et bon, bref, je ne vais pas faire tout le CV de Sophie, mais il y a vraiment... Sophie puis moi, on s'entend super bien au niveau déjà de l'humour. On a un peu le même type d'humour. Puis il y a quand même une parenté dans nos univers, même s'ils sont super différents. Donc, on a commencé une correspondance qui est en train de se transformer. C'est ça, on est en train de remanier cette correspondance-là en publication et éventuellement en spectacle. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Mais tu vois, ça aussi, c'est formidable parce que, parce que la bande dessinée se déploie aussi et de plus en plus, elle se déploie dans d'autres médiums. White Horse sera adapté pour la scène chez Duceppe à l'automne prochain, White Horse de Samuel Quentin. Oui. Donc, il y a ça aussi, il y a l'ouverture du médium. Et ça aussi, on est encore dans les balbutiements. Oui. Il y a plein de choses à faire, hein. Mais tu sais, la bande dessinée, c'est le fun pour ça aussi parce que moi, je trouve que on arrive à bien se faufiler. On est un peu... personne ne porte trop attention à nous. Tu sais, tu comprends-tu? On fait notre petite Ouais. affaire, on est bien. Tu sais, la, la, j'allais dire la famille, la crowd est le fun, tu sais, on n'est pas 6 000 au Québec, là, tu sais, ça reste super accessible, c'est convivial, puis on peut arriver à faire nos petits sillons, chacune dans notre coin, là, puis avoir du plaisir en le faisant. Donc oui, puis à essayer des choses. Puis il y a quand même une très grande curiosité par rapport au médium. Puis ça, tu sais, on parlait d'effervescence au début. Ouais. Tu sais, c'est immense, là. Je trouve, la réponse est tellement positive, tu sais, alors qu'avant, il fallait toujours expliquer qu'on faisait de la BD, mais que c'était non, pas nécessairement comme Astérix et puis tout ça. Puis
maintenant, c'est beaucoup transformé. Et donc, je pense que l'accueil est très positif. C'est très motivant. Je te souhaite pour la suite des choses, chère Catherine, bon vent. C'est toujours un bonheur renouvelé que de te lire. Et moi, je suis très, très curieux de voir ce que Symptômes, vers quoi Symptômes t'amènera comme prochain album. Je suis très, très curieux. D'ici là, je te souhaite la santé, hein, et c'est pas banal souhaiter la santé aujourd'hui en 2023. Et comme un des docteurs te dit dans Symptômes, hein, c'est pas bon de trop réfléchir. Hein? Moi, ouais. Ça aussi, je l'ai retenu dans l'album. Je me dis, ah tiens, ça c'est pour Bibi. Un herboriste dans le quartier chinois qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, il ne faut pas penser au corps. C'était comme, ouais. Vraiment, c'est à moi que tu dis ça, il ne faut pas penser au corps. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça, là, mais OK, je peux bien essayer. Ben, écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir pour la suite des choses et je te remercie de ton temps. C'est toujours un plaisir, chère Catherine. C'est moi qui te remercie, Jean-Denis. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Pour suivre Catherine Oslo, rendez-vous au site suivant linktr.ee/Catherine Oslo en un seul mot. Indicatif sonore, Xavier Pelchaud. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel /entre deux cases. À bientôt.